Au cours des 7 derniers mois, des changements vraiment remarquables sur le champ de bataille entre l'Ukraine et la Russie ont complètement bouleversé les doctrines militaires traditionnelles. Le fossé entre les décisions prises dans les couloirs du Kremlin et les réalités pratiques sur le terrain se creuse chaque jour davantage. Il est apparu que le président russe Vladimir Poutine a récemment ordonné à son état-major de préparer des plans pour une nouvelle offensive visant à capturer Kiev. Le cœur de ce plan dangereux repose sur l'application d'une pression intense depuis l'oblast de Bryansk vers la région de Tchernihiv, plutôt que d'avancer par la Biélorussie. Le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Oleksandr Syrsky, a clairement confirmé l'intention du dirigeant russe d'ouvrir ce nouveau front en utilisant des données de renseignement. Dans une déclaration récente, Poutine a même fièrement affirmé qu'il ne restait que 10,5 km à l'armée russe avant d'atteindre la ville de Soumy. Mais l'affirmation ambitieuse du leader russe repose davantage sur les rapports excessivement optimistes et erronés qui lui sont présentés par l'état-major général russe que sur les cartes réelles du front, car la distance réelle dans la zone est de plus de 23 km. De plus, depuis le début de l'année 2026, l'élan sur les lignes de front a largement basculé en faveur de Kiev. Malgré une force russe massive de 720 et 1300 soldats, l'armée de Zelensky a mené une contre-offensive inattendue et choquante. Загальна чисельність угруповання, наступального угруповання Російської Федерації на території України наразі складає 721 300 особового складу, якщо бути. Sous une pression intense pendant cette période critique, les forces ukrainiennes ont réussi à libérer plus de 670 km² de territoire de l'occupation russe. Cette image frappante, partagée directement par le commandant en chef Oleksandr Syrsky à la télévision, З початку року нам вдалося звільнити майже понад 670 квадратних кілометрів нашої території. constitue la preuve la plus claire du goulot d'étranglement opérationnel que Moscou connaît sur le terrain. Ces gains sont très significatifs pour changer le cours de la guerre. Pour comprendre leur importance, nous devons examiner en détail ce que cette vaste zone de 670 km² englobe et l'impact qu'elle a créé sur le champ de bataille. Les gains territoriaux stratégiques sont concentrés principalement sur les fronts sud et sud-central. L'intersection des régions de Zaporijia, Dnipropetrovsk et Donetsk forme le cœur de la percée militaire de l'Ukraine. Sur l'axe Oleksandrivka, dans le triangle Donetsk-Zaporijia, les forces ukrainiennes ont largement pris l'initiative et ont poussé les unités russes dans des positions défensives difficiles. Rien qu'en mai, environ 46 km² autour du village de Novosilka et de ses environs ont été entièrement dégagés des forces ennemies. Comment l'Ukraine a-t-elle réussi à reprendre cette vaste zone face à une armée russe supérieure en effectifs et en artillerie? Cette avancée n'était pas le résultat d'une attaque aléatoire, mais découlait d'une stratégie précisément calculée connue en termes militaires sous le nom d'étranglement logistique. Les attaques systématiques de drones constituent l'épine dorsale principale et la puissance de feu derrière ce changement dramatique sur les lignes de front. En utilisant des véhicules aériens sans pilote à longue et moyenne portée, l'armée ukrainienne a efficacement paralysé les routes d'approvisionnement terrestre vitales de l'armée russe. Des unités d'élite telles que la 25e brigade aéroportée, faisant partie du 7e corps de réaction rapide, ont complètement nettoyé les véhicules blindés russes du champ de bataille sur le front de Pokrovsk, offrant la démonstration la plus parfaite de cette tactique. Des drones Hornet modifiés capables d'atteindre plus de 150 km à l'arrière et transportant 4,5 kg d'explosifs ont obtenu des résultats remarquables. Ce processus de modification représente l'une des victoires les plus claires de la pensée militaire ukrainienne agile, alignée sur les normes occidentales, sur la nature lourde de l'ingénierie soviétique. Ces drones ont atteint silencieusement leur cible et infligé de lourds dégâts à près de 10 artères critiques, en commençant par le pont de Chonar, l'un des points de passage logistique les plus importants de l'armée russe. Les énormes problèmes d'approvisionnement créés dans l'arrière russe par le Kremlin ont directement permis les avancées terrestres de l'Ukraine. Frapper les chemins de fer, bombarder les autoroutes et détruire les dépôts de carburant ont laissé les troupes russes de première ligne sans munitions. Des rapports ont même décrit des situations où, en raison de lignes d'approvisionnement coupées, des soldats russes ont été contraints de transporter à pied de lourdes caisses de munitions le long des autoroutes ou à moto sous la menace des mines. Bien que l'armée russe ait tenté des solutions temporaires à cette crise de transport, les groupes mobiles à pied sont devenus des cibles faciles pour les drones de patrouille équipés de caméras thermiques. Le rôle opérationnel des armes occidentales dans ces 670 km² de gains en première ligne ne peut être négligé.
Des systèmes tels que HIMARS, ATACMS et Storm Shadow ont frappé sans relâche des stocks de munitions et des centres de commandement de haut niveau en profondeur à l'intérieur de la Russie. Ces armes de précision ont offert à l'Ukraine une profondeur opérationnelle, réduisant fortement l'élan offensif russe et ouvrant la voie à une stratégie d'usure. L'effondrement du réseau logistique russe sur les lignes de front a dépassé de loin une simple pénurie de munitions. Ce goulot d'étranglement n'était pas un simple retard d'approvisionnement, mais le début d'une réaction en chaîne en cascade. Le système de défense aérienne en couche tant vanté de la Russie a également été brisé sous cette pression implacable à multiples facettes. Rien qu'en juin, les forces de systèmes sans pilote de l'Ukraine auraient détecté et détruit 31 différentes unités de défense aérienne russes. Des batteries S-300 et S-400 d'une valeur de plusieurs millions de dollars en Crimée et dans la région de Kerch n'ont pas pu échapper à devenir des cibles pour les drones ukrainiens à bas coût. D'un côté se tenaient d'énormes systèmes radars qui prennent des années à produire. De l'autre, des petites machines volantes de mort soutenues par l'intelligence artificielle qui peuvent être fabriquées par milliers chaque jour, même dans des ateliers de fortune. En bref, l'armée ukrainienne a réalisé ce gain historique en renversant complètement l'équation des coûts, les systèmes militaires nationaux et les calculs de ressources. Le renversement soudain de cette compétition a encore compliqué la situation. La perte de cette zone de 670 km² a plongé l'armée de Poutine dans un chaos opérationnel inextricable le long des lignes de front. Les unités russes ne peuvent plus se ravitailler en toute sécurité et les véhicules logistiques changent constamment de route pour éviter d'être détectés. Les communications sont instantanément coupées car les générateurs tombent en panne de carburant et les chaînes de commandement au niveau du bataillon sont devenues complètement non fonctionnelles. Après avoir libéré ces zones, l'armée ukrainienne a acquis un avantage tactique massif dans le cours global de la guerre. L'initiative est maintenant passée de la Russie, qui reste constamment sur la défensive, à l'Ukraine, qui cherche activement des opportunités pour des actions offensives. L'acceptation silencieuse par la Russie de ce tableau militaire lourd et de cette perte territoriale n'est pas attendue dans la logique militaire standard. Le Kremlin devra probablement recourir à l'option de mobilisation tant redoutée après les élections afin de regagner l'élan perdu. Le commandant en chef ukrainien Syrskyi a émis des avertissements de renseignement très clairs concernant ce tournant critique et les renforts possibles en effectifs de la Russie. Syrskyi prévoit qu'après les élections de la Douma d'État de la Fédération de Russie, prévues pour se terminer entre le 18 et le 20 septembre 2026, une nouvelle vague massive de troupes sera envoyée au front. Selon les rapports de l'état-major, le commandement russe se prépare à appliquer la même tactique utilisée l'année dernière, en employant de nouvelles unités d'infanterie contre les défenses ukrainiennes. Cependant, l'armée ukrainienne a déjà pris des mesures stratégiques contre la tactique désespérée de vagues humaines de Moscou. Le dirigeant ukrainien Zelensky a délivré un message historique au Kremlin et au peuple russe concernant ce possible scénario de mobilisation. Zelensky a lancé un avertissement clair, déclarant « Si Poutine veut sacrifier 1 autre million de ses soldats pour continuer à se cogner la tête contre ce mur, alors il devrait réfléchir à ce qui attend ceux qui viendront ensuite. » Le président ukrainien a également souligné la dimension psychologique en pointant la crise du carburant et l'effondrement économique à l'intérieur de la Russie, notant que les Russes, faisant la queue pour de l'essence dans leur propre pays, peuvent maintenant voir comment la soi-disant guerre de 3 jours est entrée dans sa 5e année. Des déclarations critiques alignées avec les propos de Zelensky viennent également du côté de Poutine. Même le président de la plus grande banque d'État de Russie, Herman Gref de la Sberbank, s'est senti obligé de déclarer publiquement lors de l'Assemblée générale annuelle que la paix doit être recherchée de toute urgence en raison de la destruction économique sévère que la guerre a infligée au peuple russe. Cette admission nette de l'un des piliers financiers les plus importants du Kremlin reflète le signal le plus clair parmi l'élite de l'effondrement économique imminent et de la panique de mobilisation. Ces remarques incisives constituent la preuve la plus forte que Kiev est calmement préparé à toute offensive massive de Moscou. Si Poutine prend le risque politique de lancer cette mobilisation massive, la décision lui coûtera probablement un prix bien plus lourd dans le domaine militaire. La raison principale réside dans les réalités technologiques complètement transformées sur le champ de bataille et les menaces létales venant des airs. Aujourd'hui, le temps de survie moyen d'un soldat russe envoyé en première ligne est tombé à un étonnant 20 à 35 minutes. Cette statistique terrifiante démontre l'effet dévastateur du cercle de drones qui couvre le champ de bataille et opère avec une précision au millimètre près. Les soldats russes nouvellement mobilisés, manquant d'expérience en guerre moderne et d'une formation adéquate, seront envoyés directement dans cette zone de mort. Avec le carburant épuisé, les munitions épuisées et les communications radio coupées, ces masses deviendront peu plus que des cibles ouvertes pour les systèmes de frappe de précision de l'Ukraine.
La formule d'attrition de Syrski fonctionne avec une efficacité impitoyable. Les opérateurs ukrainiens neutralisent l'ennemi en détruisant plus de 1000 cibles par jour, bien plus rapidement que la Russie ne peut remplacer ses pertes avec de nouvelles recrues. Cette situation a le potentiel d'offrir à l'Ukraine bien plus de 670 km² de gains supplémentaires plutôt que d'apporter de nouveaux succès à Poutine. Les assauts d'infanterie aveugle menés avec des masses complètement non formées ne servent plus à aucun objectif militaire face aux algorithmes impitoyables de la guerre moderne. Malgré tous ces risques d'effondrement militaire et de lourdes pertes, la Russie continue de se préparer pour une nouvelle vague de destruction sans abandonner ses habitudes militaires traditionnelles. Ces derniers jours, l'attention des mouvements militaires frappants de la Russie s'est concentrée sur les poids lourds du ciel, ces énormes avions bombardiers stratégiques. La flotte stratégique 295 MS de Russie, capable de transporter des armes nucléaires, a soudainement décollé de la base d'Ukraïnka, dans l'Extrême-Orient, et a effectué une relocalisation majeure. Chargée de missiles de croisière, cette flotte mortelle a été transférée de façon permanente à la base d'Olenia à l'ouest, beaucoup plus proche des cibles ukrainiennes. Cette rotation dictée par la panique révèle également l'impuissance de l'armée de l'air russe, qui s'est retrouvée piégée dans un cycle épuisant de relocalisation constante de ses grands avions pour les protéger des drones ukrainiens à longue portée. Derrière ce mouvement surprise planifié par Poutine et son état-major pourrait se cacher l'intention de lancer une nouvelle campagne de frappe combinée visant les infrastructures civiles et énergétiques vitales de l'Ukraine. Avec leur portée et leurs lourds missiles Kh-101, ces avions sont conçus pour se venger des pertes territoriales sur le front directement sur les villes ukrainiennes se préparant pour l'hiver. Cependant, l'armée ukrainienne ne reste certainement pas inactive dans ses casernes face à ces mouvements de plus en plus menaçants. Dans la période à venir, il subit une évolution militaire structurelle massive visant à libérer de manière permanente des zones beaucoup plus vastes sur les lignes de front. Au centre de cette évolution se trouve la création des forces de systèmes sans pilote, une première dans l'histoire militaire mondiale qui se concentre directement sur les concepts de guerre autonome. La structure de commandement et de contrôle de l'armée ukrainienne a été complètement repensée pour s'adapter à l'ère des drones et à l'asymétrie technologique contre la Russie. De plus, depuis 2025, l'Ukraine a abandonné l'ancienne hiérarchie militaire soviétique et est passée à un système central moderne aligné sur les normes de l'OTAN qui intègre en permanence des brigades et augmente la responsabilité. Au lieu des anciennes attaques massives d'infanterie de style soviétique, des équipes de frappe de précision soutenues par l'intelligence artificielle et protégées contre la guerre électronique grâce à des câbles à fibre optique prennent désormais les devants. La capacité de production de drones de l'Ukraine s'est transformée en un vaste réseau industriel national indépendant mesuré en millions, conformément aux objectifs stratégiques de 2026. Ne s'arrêtant pas là, Kiev a non seulement construit des lignes défensives, mais a également développé une formidable capacité balistique, capable de frapper des raffineries de pétrole critiques au cœur de la Russie à 2000 km de distance. En plus des systèmes produits localement tels que Palianitsia et Peklo, avec des portées allant jusqu'à 700 km, l'industrie militaire ukrainienne porte cette nouvelle forme de guerre au cœur de la Russie avec des missiles fléchettes révolutionnaires lancés depuis la stratosphère contre les menaces de guerre électronique. Ce saut technologique sans précédent dans le domaine militaire laisse la machine de guerre russe lourde, lente et traditionnelle face à une paralysie opérationnelle profonde. Derrière cette révolution technologique se cache non seulement la capacité industrielle nationale sacrificielle de l'Ukraine, mais aussi des partenariats occidentaux qui modifient les équilibres stratégiques. L'administration de Kiev maintient des accords militaires vitaux avec des pays alliés tels que la Lettonie et la Suède, qui s'étendent bien au-delà des lignes de front et influenceront directement l'issue de la guerre. Le nouveau pas franchi avec la Lettonie dans la région baltique a élevé la dimension industrielle de la guerre à un niveau géopolitique entièrement différent. Les gouvernements ukrainiens et letton ont décidé de construire conjointement une usine de production de drones à haute capacité dans une région située directement à la frontière russe. Étant donné que cette installation critique sera établie sur le sol de l'OTAN, les lignes de production sont complètement hors de portée des missiles de croisière russes, offrant à l'Ukraine une sécurité d'approvisionnement ininterrompue. Ces installations intégrées créeront la doctrine technologique de guerre de nouvelle génération en combinant l'infrastructure d'ingénierie avancée de l'Europe avec l'expérience de combat de l'Ukraine. Le ministère letton de la Défense déploie également d'énormes brouilleurs de drones le long de ses propres frontières d'ici la fin de l'été pour renforcer davantage ce bouclier de production technologique. Sur le front de l'Europe du Nord, l'accord historique en matière d'aviation récemment signé avec la Suède
a le potentiel de modifier fondamentalement l'équilibre des pouvoirs dans le ciel ukrainien. L'administration Zelensky a signé un accord majeur avec le gouvernement suédois pour l'acquisition de 16 chasseurs Gripen E de nouvelle génération qui perturbent les équilibres aéronautiques existants. Les premiers avions de la série Gripen CD sont prévus pour être livrés à l'armée ukrainienne au début de l'année 2027, représentant un sérieux cauchemar pour l'armée de l'air russe sur la ligne de front. En particulier, les missiles Météor haute vitesse que ces avions peuvent transporter possèdent un potentiel de dissuasion incroyable pour verrouiller et engager les chasseurs russes Su-35 avant même qu'ils ne franchissent leurs propres frontières. Il convient également de noter que le géant de la défense basé en Norvège, Nammo, fournit des centaines de milliers de têtes de guerre cumulées à l'Ukraine pour une utilisation sur des drones FPV. De plus, les discussions avec la France concernant la production locale de missiles de croisière Scalp démontrent l'ampleur de cet encerclement militaire occidental. Ces collaborations occidentales fournissent à l'armée ukrainienne un soutien aérien ininterrompu sur les lignes de front, un transfert de technologie de premier ordre et une chaîne d'approvisionnement que la Russie ne peut pas briser. L'armée russe, en revanche, fera face à un isolement croissant sur le champ de bataille contre ses partenariats occidentaux massifs et intégrés, et sera contrainte de rationner ses munitions. Par exemple, les grands systèmes de défense aérienne restant aux mains de Moscou pourraient bientôt subir une pression coordonnée des chasseurs Gripen et du flux continu de drones de nouvelle génération en provenance de Lettonie. Étant donné que le Kremlin ne peut pas frapper les installations de production situées sur le territoire de l'OTAN, il se peut qu'il n'ait d'autre option stratégique que de regarder impuissants ces unités blindées sur le front fondre sous cette puissance de feu asymétrique venue du ciel. Tous ces mouvements militaires, erreurs stratégiques et révolutions technologiques démontrent que la guerre a évolué bien au-delà d'un simple conflit de tranchées pour devenir une compétition à spectre complet de logistique et d'intelligence de survie technologique. La reprise par l'Ukraine de ses vastes 670 km² depuis le début de l'année n'est pas simplement un changement de couleur sur les cartes militaires, c'est la documentation la plus claire de l'effondrement interne et systémique d'une énorme machine d'occupation. Le mur que Vladimir Poutine a tenté de construire avec 720 et 1300 soldats, autrefois considérés comme insurmontables, est progressivement démantelé jour après jour grâce à la technologie des drones domestiques de l'Ukraine et aux frappes de précision soutenues par l'Occident. Les nouvelles menaces de mobilisation et le déplacement de la flotte de bombardiers depuis l'Extrême-Orient n'arrêteront pas cet effondrement implacable. Ils ne feront qu'augmenter le coût de cet effondrement pour les soldats inexpérimentés envoyés au front. Quelles sont vos pensées sur cette situation? L'armée ukrainienne continuera-t-elle ses gains sur la ligne de front et continuera-t-elle à surprendre Poutine jour après jour? Malgré la pression politique interne croissante et les statistiques de survie sur la ligne de front tombant à seulement 20 minutes, la Russie peut-elle vraiment se permettre de lancer une autre vague de mobilisation? Nous attendons vos commentaires. Pour rendre les longs trajets plus agréables, nous vous invitons également sur notre chaîne Spotify où nous présentons notre contenu vidéo. Merci de nous avoir choisis. Présenté par TGN.